Alors c'est une vidéo qu'on aurait pu appeler euh, Trump, Fillon, Macron avec un S, Owens, Poutine, Ben Salman, Netanyahou, Xi Jinping, etc. On est véritablement dans une période que beaucoup de personnes attendaient et annonçaient, qui est une période de grands chocs, de grandes révélations. Pour vous dire ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais également de l'impact de Trump sur la politique internationale, des relations qui vont commencer véritablement à s'approfondir, à se construire à nouveau avec Xi Jinping, Poutine et Trump, et qui mettront évidemment dans la boucle Elon Musk et Ben Salman, qu'en face, eh bien, ils comprennent qu'ils sont en train d'être pris dans un piège. Donc, évidemment, tout ça ne se passera pas comme on pourrait l'imaginer, de façon simple, avec bon sens et de façon constructive. Donc, ça va être une lutte. On voit la lutte se met en place aux États-Unis avec des perspectives très fortes de manifestations nombreuses, parce que les gens réagissent de façon pavlovienne, ils ne peuvent pas comprendre quel est leur avantage. Et comme évidemment la politique comme celle de Trump est assez difficile à lire, eh bien les instigateurs en fait de troubles, de méchanceté, de débilité, ou appelez ça comme vous voulez, appuient sur les bons boutons. Et évidemment, les personnes partent au quart de tour et ça marche à chaque fois. Donc les gens n'ont pas de colonne vertébrale. Voilà, vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est très différente de toutes celles que vous entendrez sur ces sujets. Elle n'est pas du tout dans la superficialité, elle n'est pas que dans les faits et les documents qui sont essentiels pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est vraiment l'idée d'aller en profondeur, de comprendre en profondeur. Et quand on échange avec Karl, eh bien, c'est la manière avec laquelle on travaille en profondeur pour que les choses deviennent compréhensibles, pour que vous puissiez les apprécier, vous les approprier et avoir envie de les partager avec vos proches. Donc je vous invite évidemment à regarder dans son entièreté cette vidéo et à la commenter, à la partager. Et la suite, évidemment, arrive. Voilà, bonne vidéo, bon visionnage et à bientôt. Bon, je vais essayer d'améliorer rapidement le studio dans lequel je fais les émissions, mais en réalité, il n'y a pas d'urgence, puisque l'important, c'est véritablement le contenu. Et en revanche, j'ai entendu, de temps en temps, j'insère des images, etc. J'essaie de limiter les moments où je fais entre guillemets de la pub. Et là, d'ailleurs, c'est pour faire de la pub et donc pour vous montrer un pot de ce merveilleux miel d'acacia, par exemple. Ici, un pot d'un très très bon miel de printemps. Et évidemment, il y a d'autres miels, sapin, montagne, pissenlit extraordinaire, du miel à l'ail, du miel de romarin, enfin bref. Si vous voulez découvrir du bon miel, si vous vous intéressez à ce que je dis maintenant depuis des années, mais ce que vous pouvez retrouver de moi depuis bien d'autres années, eh bien, du bon miel de druide, c'est ce que je propose. De la même manière que ce que je vous propose, c'est le meilleur de ce que je peux donner moi-même. Et donc, en tout ce que je fais, j'essaie de vous proposer le meilleur qui est possible. Donc, quand j'écris des lettres sur Substack, c'est pareil. J'essaie véritablement de vous proposer des analyses les meilleures possibles. Et je triche pas, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font des analyses et puis qui gardent un peu ce qu'ils ont de mieux pour des livres. Alors, ils gardent sous le coude des choses ou... Non, pas du tout. Moi, au fur et à mesure, je vous dis ce que je comprends, ce que je sais. Ça peut être sur X, ça peut être sur Substack, ça peut être sur YouTube, ça peut être quand je suis sur ma chaîne, ça peut être quand je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plus de m'assurer que j'avance dans ce travail de jardinier, et d'une certaine manière d'apiculteur, pour permettre à tout le monde de profiter ou pas de ce que j'ai à dire. Donc souvent j'évoque plein de sujets, que ce soit le Covid, le climat, la Russie, l'Ukraine,
le Proche-Orient, l'Afrique, la Chine, la Corée, le Japon. En fait, tout ça me passionne depuis que je suis tout petit. Je pense que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte que si vous découvrez la chaîne ou si vous l'avez déjà découverte depuis longtemps. Voilà, donc c'est un message que vous reverrez de temps en temps dans mes vidéos. Bon, j'essaierai d'en faire d'autres parfois. Donc vous voyez, c'est cette décoration, c'est moi qui les cisèle un par un. Et donc il y a marqué humain et libre, bon miel, et des fleurs, des cœurs, et surtout beaucoup de bonheur de vous donner l'occasion de découvrir des bonnes choses parce que ça devient de plus en plus rare. À très bientôt. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom cuts through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Alors c'est une vidéo qu'on aurait pu appeler Trump, Fillon, Macron avec un S, Owens, Poutine, Ben Salman, Netanyahou, Xi Jinping, etc. On est véritablement dans une période que beaucoup de personnes attendaient et annonçaient, qui est une période de grands chocs, de grandes révélations. Pour vous dire ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais également de l'impact de Trump sur la politique internationale, des relations qui vont commencer véritablement à s'approfondir, à se construire à nouveau avec Xi Jinping, Poutine et Trump, et qui mettront évidemment dans la boucle Elon Musk et Ben Salman, qu'en face, eh bien, ils comprennent qu'ils sont en train d'être pris dans un piège. Donc, évidemment, tout ça ne se passera pas comme on pourrait l'imaginer, de façon simple, avec bon sens et de façon constructive. Donc, ça va être une lutte. On voit la lutte se met en place aux États-Unis avec des perspectives très fortes de manifestations nombreuses, parce que les gens réagissent de façon pavlovienne, ils ne peuvent pas comprendre quel est leur avantage. Et comme évidemment la politique comme celle de Trump est assez difficile à lire, eh bien les instigateurs en fait de troubles, de méchanceté, de débilité, ou appelez ça comme vous voulez, appuient sur les bons boutons. Et évidemment, les personnes partent au quart de tour et ça marche à chaque fois. Donc les gens n'ont pas de colonne vertébrale. Voilà, vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est très différente de toutes celles que vous entendrez sur ces sujets. Elle n'est pas du tout dans la superficialité, elle n'est pas que dans les faits et les documents qui sont essentiels pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais c'est vraiment l'idée d'aller en profondeur, de comprendre en profondeur. Et quand on échange avec Karl, eh bien, c'est la manière avec laquelle on travaille en profondeur pour que les choses deviennent compréhensibles, pour que vous puissiez les apprécier, vous les approprier et avoir envie de les partager avec vos proches. Donc je vous invite évidemment à regarder dans son entièreté cette vidéo et à la commenter, à la partager. Et la suite, évidemment, arrive. Voilà, bonne vidéo, bon visionnage et à bientôt. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Bertrand, salut, comment ça va? Bonjour Karl et bonjour à tous. Bah, écoute, ça va bien. Je me suis couché assez tard, je dois avouer, hier. Pas tellement par les révélations de Candace Owens sur le sujet qu'elle traite, mais plus pour les implications politiques indirectes qui sont apparues en trame de fond lors de l'émission.
Et c'est vrai que c'est de ça aussi dont j'aimerais beaucoup parler. Elle a quand même évoqué très, très sérieusement la thèse d'une escroquerie en bonne organisée à l'élection présidentielle française, ce qui est extrêmement grave, hein. C'est-à-dire que ce qu'elle explique, c'est que les Français ont été trompés et pas trompés par quelqu'un qui leur a menti, mais trompés par une bande extraordinairement puissante, extraordinairement organisée de personnes qui ont fait collusion, d'une part pour faire émerger quelqu'un qui était complètement inconnu, mais pour détruire celui qui était certain de l'emporter, c'est-à-dire François Fillon, et ensuite continuer à maintenir tous les mythes qui vont avec cette histoire. Et, et on n'est qu'à l'épisode 1. Et comme elle dit, elle fait ça comme on éplucherait un oignon. Et je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont épluché des oignons, mais quand on épluche un oignon, on pleure assez vite quand on n'y est pas préparé. Et donc Candace Owens a expliqué, et après vraiment, on va rentrer dans le cœur du sujet, mais elle, elle, elle explique bien les choses petit à petit, et elle explique qu'il va lui falloir en fait 7 épisodes, puisqu'il y a eu un épisode introductif pour rappeler le contexte. Elle avait déjà fait des émissions sur le sujet, mais c'est vrai qu'elle avance dans une direction où on sent qu'elle va boxer poids lourd à chaque fois. Et elle bosse poids lourd tout en étant extrêmement attaquée elle aussi, puisqu'elle a d'abord reçu une lettre de 100 pages, puis elle dit que hier ou avant-hier, selon le moment où vous regardez la vidéo, elle a reçu une autre lettre juste avant l'heure prévue d'une émission, quelques heures avant une émission qui était prévue et qui finalement a été décalée d'un jour, d'où je pense qu'il voulait analyser cette lettre courte. Enfin, tu vois, les Américains font rarement les choses sans valider avec un avocat parce qu'il y a trop d'enjeux. Et ce qu'elle explique, c'est que c'est une très grosse firme d'avocats qui, euh, qui lui envoie ces lettres. Donc c'est et d'ailleurs, si c'était pas une si grosse firme, si connue, avec le papier en tête, et ils ont pu vérifier, en fait, elle croirait une mauvaise plaisanterie. C'est-à-dire si elle recevait cette lettre directement de l'Élysée, par exemple, elle serait persuadée que c'est un canular, tellement ça lui paraît invraisemblable. Une lettre pareille envoyée aux États-Unis, au pays du premier amendement. Et surtout, ce qu'elle explique, c'est que elle demande pas grand-chose. Elle dit juste qu'il y a un serment sur l'honneur de répondre exactement à une vingtaine de questions qu'elle a posées et qui, pour la plupart, ne nécessitent qu'un oui ou un non. Et en fait, on voit bien qu'elle, elle va y répondre. Elle va répondre petit à petit, comme on épluche un oignon, aux 20 questions. Et on est au début de ça. Elle avance tout doucement, elle avance méthodiquement, elle s'appuie sur un travail considérable qui a été fait par des personnes en France avant elle. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Natacha Ray, que moi, j'ai jamais écouté, donc elle n'a jamais eu aucune influence sur moi. En revanche, il y a Xavier Poussard, que j'écoutais pas non plus, mais avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Et c'est lors de discussions avec lui que lui m'a amené à croire à la quête de sa vie, puisque c'est devenu véritablement pour Xavier une quête de sa vie. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui lui a valu d'être renvoyé de faits et documents. C'est en tout cas ce qu'explique son ex-patron, hein, qui est Soral, enfin pas un ex-patron, mais quelqu'un qui est très engagé dans le journal et qui, semble-t-il, est en train de regretter un peu parce qu'il se rend compte que finalement, le travail de Xavier méritait peut-être plus d'attention et plus de soutien. Tout ça, c'est compliqué. C'est pour dire qu'en fait, comme c'est une affaire d'État, et je vois bien dans les commentaires, c'est terrifiant. Euh, pour moi qui suis en France, hein, évidemment, c'est encore plus terrifiant parce qu'on comprend bien que si réellement ces gens ont fait tomber Fillon, euh,
manière ou d'une autre. Et je me suis amusé à poser la question à des intelligences artificielles en leur demandant un peu de dire quelle aurait pu être la stratégie pour faire tomber Fillon. Et, et le mode d'emploi, c'est exactement ce qui s'est passé. Trouver des faiblesses, prendre des proches de Fillon, leur faire accepter des postes ou des pots de vin, garder ça bien au chaud alors que la presse a été prévenue, les juges ont été prévenus, sortir l'affaire à un moment où il y aura aucun moyen pour lui de se retourner. Et on sait qu'il y a eu un peu la même chose qui avait été faite avec Strauss-Kahn en son temps, et ça fait partie de manœuvres politiques. Mais là, c'est des manœuvres politiques qui servaient quelqu'un qui est totalement inconnu et dont on est en train de découvrir au fil des semaines euh, un niveau de mystère inimaginable. Donc, tu t'imagines, la France, c'est une puissance nucléaire. C'est pas n'importe quel pays. On est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a 5 pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de façon permanente. C'est les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre et la France. T'as pas l'Inde, t'as pas l'Indonésie, t'as pas le Brésil, t'as pas l'Allemagne, t'as pas le Mexique, t'as pas. Il y a énormément de pays qui ne sont pas à ce niveau. Donc on est un pays qui, si jamais le chef de l'État était en fragilité par rapport à des secrets qui commencent à s'ébruiter, euh, mais ça pourrait avoir des conséquences cauchemardesques. Ben, Cauchemardesques. Imaginons que tu vives complètement dans le mensonge depuis tout le temps, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes employés, même vis-à-vis de tes histoires secrètes, et que ce mensonge est en train d'être dévoilé. Alors, tu pourrais aller en forêt et puis régler ça, tu vois, en disant merde, ou devenir un fou furieux qui essaye d'effacer les traces de tout, ou de créer un chaos encore plus grand que tout ce que tu as pu faire de mal, ça a l'air ridicule par rapport à ce qui est en train de se passer et qui fait tout oublier. Évidemment, je parle pas de toi, je donne une. non, Je oui, donne, absolument. Je comprends parce bien. que t'as pas le temps d'avoir une vie compliquée. T'as même pas une seconde pour avoir une vie compliquée. C'est comme moi. C'est pas possible, on n'a pas le temps. Non, exactement. Écoute, on a plein de personnages là, qu'elle a identifiés dans cette deuxième vidéo-là que j'aimerais qu'on parle ensemble Ouais. brièvement. C'est cette Mimi-là, là, celle qui Alors, a été dans Mimi, l'entourage de Brigitte Macron puis qui a semblé travailler beaucoup son image. Et en quittant, on va en parler par la suite, là, lui a laissé un petit cadeau de grec. Mais parle-nous de cette Mimi-là. Là. alors, c'est quelqu'un. Moi, je suis pas très press people, hein. J'ai Non, jamais été. Enfin voilà, même à la plage, enfin voilà, ça. D'abord, je reconnais pas les visages de ces gens-là parce que je regarde pas la télé. Enfin voilà quoi, je regarde des films, mais et, euh, et elle, en fait, c'est la patronne d'une société qui s'appelle Best Image. Et il y a plusieurs choses qu'on a appris concernant cette personne au fil des mois. C'est que d'une part, c'est elle qui a fait une promotion extraordinaire du futur couple présidentiel dans les médias. C'est-à-dire que ce Candace Owen cite, c'est que euh, je crois il y a eu plus de 30 couvertures depuis 2015 ou 2016 de Brigitte Macron, seule ou avec Emmanuel, sur Paris Match. Il y en a eu des tas de galas, il y en a eu des tas de quasiment toute la presse, le Figaro Magazine, etc. C'est-à-dire que, et c'est ce qui explique très bien Candace Owens, c'est qu'on nous a imposé ce visage, on nous a imposé ce couple, et on nous a imposé l'idée d'un conte de fées, mais pas d'un conte au sens comptable de fait, au sens factuel. Non, un conte de fées pour enfants. Une histoire que même les journalistes ne pouvaient pas croire, puisqu'on est
manifestement dans une histoire qui est plutôt dérangeante. L'histoire de quelqu'un qui a rencontré un jeune homme qui était même pas adolescent, alors qu'elle-même était mère de plusieurs enfants. Et encore une fois, Candace Owens prétend qu'elle n'est pas mère d'aucun enfant. En tout cas, c'est une de ces questions à laquelle elle n'a pas reçu de réponse, Oui. euh, qui sont plus âgés, sauf une, qui est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, Macron serait au milieu de la fratrie, en fait, s'il était un des enfants de la personne qui est devenue sa femme, officiellement. Ils ont été mariés. Et donc, ce qu'elle explique, et que d'autres personnes expliquent, et ce en quoi, ce qui va être approfondi, entre guillemets, j'imagine, c'est que tout ça, si c'est faux, n'a pu se faire qu'avec un niveau de complicité d'un certain nombre d'acteurs qui est hallucinant. Et ça sous-entend manifestement qu'en tout cas les villes euh, où il y a le cadastre, les villes où il y a l'administration du mariage, etc., tout ça est extrêmement bizarre. Et moi, je dis, de toute façon, tout est extrêmement bizarre, puisqu'il y a la vidéo qui a fuité du mariage avec un gâteau qui ressemble à un diable, avec tu sais, des trucs comme des cornes de diable. Et alors, c'est vrai, là, tu montes ces photos et c'est très important. Oui, je veux que tu nous en Part parles aussi de le ces deux personnages-là. match appartient à Bernard Arnault et que Xavier Niel, et encore une fois, Candace Owens le déclare, mais c'est connu, c'est pas quelque chose d'inconnu puisqu'il y a eu des procès, etc. Xavier Niel, qui est devenu le gendre de Bernard Arnault, donc deux personnes hyper fortunées qui se sont mariées. Tu vois, ça rappelle un peu les mariages royaux, tu vois, où on mettait le monde des télécoms et des technologies avec le monde du luxe en se disant, bah voilà, on va faire ce mariage parce que ça va nous renforcer. Puisqu'on s'intéresse aux médias, on s'intéresse. Bah, t'imagines tout ce que ça peut laisser entendre, entre guillemets. Et donc, lui est mêlé à des affaires de sexe, en fait, de sexe, de Minitel Rose, mais ensuite de prostitution et de prostitution aggravée. Ce sont des affaires qui se sont euh, conclues dans des procès. Donc, moi, encore une fois, je ne suis pas un expert de ces sujets, mais semble-t-il, son image a été très nettement préservée par Mimi Marchand, l'image de Xavier Niel. Et Mimi Marchand est souvent payée par des gens puissants pour être un peu comme dans le domaine des incendies pétroliers. Il y avait quelqu'un de très connu qui s'appelle Red Adair. Donc on faisait intervenir Red Adair, sa compagnie, et quand il y avait un forage en feu, lui, il arrivait et il arrêtait le feu. Parce qu'il avait mis en place une technique, il créait une explosion au milieu des flammes. L'explosion était si forte que ça prenait tout l'oxygène, donc le feu avait plus d'oxygène et ça arrêtait le feu. Et donc, c'était toute une question de dosage, en fait. Ben, Mimi Marchand, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle est la Red Adair des magazines People. Donc, quand quelqu'un a une crise, soit elle crée une autre crise, donc elle balance une affaire, donc tu vois, elle a peut-être 10 ou 15 affaires sous le coude. C'est un peu comme des séismes. Donc, selon la gravité de ce qu'elle veut cacher, elle peut faire un séisme de 7 sur l'échelle de Richter ou un séisme de 2-3, tu vois, juste assez grand pour détourner l'attention au fur et à mesure de l'affaire. Et ce que explique Candace Owens, c'est que à chaque fois, depuis ces affaires, que Mimi Marchand a pu avoir des problèmes, eh bien, il lui a rendu euh, euh, les services qu'elle lui avait rendus en son temps, parce qu'il est devenu milliardaire entre-temps, en l'aidant, en la refinançant, en lui évitant d'avoir le moins de problèmes. C'est quand même quelqu'un qui a été photographié derrière le bureau présidentiel, Mimi Marchand, avec les doigts comme ça. Alors, ce que tu montres, et c'est quelque chose de très important à l'image, c'est Oui. que LVMH a un des patrons de la créativité du groupe
qui est très connu pour être un de ceux qui a été les plus prosélytes pour mettre dans des défilés féminins des transsexuels. Il a commencé très tôt. Et, et donc, il y a plein de gens qui disent, mais on ne comprend pas pourquoi Bernard Arnault et toute sa famille étaient invités avec Donald Trump. Alors d'abord, Donald Trump, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. Donc Bernard Arnault est un milliardaire extrêmement riche, extrêmement puissant, qui a beaucoup de réseaux. Donc il n'a pas l'habitude de se créer plus d'ennemis qu'il en a déjà. Donc si Bernard Arnault a soutenu sa campagne d'une manière ou d'une autre, il l'a fait venir. Mais vous remarquez que Mélania ne s'habille jamais, jamais avec des vêtements de LVMH. En revanche, la fille de Bernard Arnault, elle, pas de Bernard Arnault, la fille de Donald Trump, s'habille avec du LVMH. Et ça, c'est important puisqu'on a plein de polémiques autour de son mari Ashton Kutcher et sa politique très pro-sioniste, entre guillemets. Mais revenons à Bernard Arnault. En fait, il était du mauvais côté de la salle. Dans la salle, il y avait le côté des amis, où il y avait Musk, la famille Trump, vraiment les amis et les gens sur lesquels Trump allait véritablement s'appuyer. Et de l'autre côté de la salle, il y avait les autres, c'est-à-dire il y avait tous les anciens présidents. Qui a envie d'être pris en photo dans le même axe qu'Hillary Clinton ou Bill Clinton ou Obama ou Bush? Personne. Personne. Enfin, même Trump lui-même aurait refusé d'être dans cette partie de la salle. Par politesse, tu vois, il va leur serrer la main. Mais je vous rappelle que Trump n'était pas allé à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. D'accord? Donc là, il avait gagné, donc il a joué grand seigneur, mais cette moitié, évidemment, il n'a pas mis ses plus proches derrière. Et donc, qui y avait à côté de Bernard Arnault? Il y avait cette fameuse milliardaire de Las Vegas, Adelson, qui a donné des centaines de millions à Trump, dont le mari avait donné des centaines de millions à Trump, toujours pour essayer de l'inciter à avoir la politique la plus sioniste possible. Et donc, Trump, évidemment, sur ce côté-là, donne des gages, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, par Oui. rapport aux déclarations récentes de Donald Trump. Il faut vraiment qu'on y passe du temps. Et je crois que tu veux mettre une vidéo à la fin Oui. qui va être une bombe atomique, en fait. Donc, il faut que vraiment tout le monde reste jusqu'à la fin pour voir ces 2-3 minutes de vidéo que tu vas présenter. Et donc, revenons à la famille de Bernard Arnault. Trump s'attaque, mais avec une violence incroyable, avec Elon Musk, à tout ce qui est LGBTQ+. Or, le luxe français est le plus prosélyte par rapport à ça. Donc, il y a une contradiction, entre guillemets, à Trump à faire risette au patron d'un des groupes qui est le fer de lance international dans ses magazines, dans ses défilés de mode, dans tout ce qui fait du LGBT. Et les rendez-vous les plus importants que présente Candace Owens dans son film, on a toujours une fille de Bernard Arnault qui est très très proche de Brigitte Macron. Brigitte Macron qui a été la maîtresse, entre guillemets, de 2 enfants de Bernard Arnault. C'est-à-dire que c'est quand même une femme qui a été la maîtresse d'Emmanuel Macron et qui ensuite, suite au scandale de cette relation étonnante, a été promue pour être la maîtresse des enfants de l'homme le plus riche de France, d'un des hommes les plus puissants du monde. Comment est-ce que les étoiles peuvent s'aligner pour que quelqu'un qui subit l'opprobre quelque part ait une promotion qui lui fait accéder aux familles les plus puissantes du monde et à l'éducation des enfants des familles les plus puissantes du monde? Il faut quand même se poser des questions sur qui tire les ficelles. Moi, j'ai une théorie très eschatologique et qui
je pense, devient de plus en plus évidente parce que quel humain pourrait prévoir tout ce qui a permis d'en arriver là? Mais en revanche, des adorateurs d'une certaine secte, des gens qui sont très conditionnés depuis très longtemps à l'arrivée d'un antéchrist qui arrivera à tel endroit, dans telles conditions, et cetera, peuvent avoir, dans le cadre de l'autorité de cette religion, de ces textes secrets, entre guillemets, qui les unissent, avoir mis cela en place. Et donc, c'est très, très intéressant ce que a dit Candace et les images. Et Thomas Joly, qui est la personne qui a réalisé, il était le réalisateur des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, a été présenté, et c'est vraiment un des points qui a été très, très important dans la soirée, à Brigitte Macron, dans une soirée, par, d'une part, la fille de Bernard Arnault, et d'autre part, un milliardaire qui s'appelle Marc Ladreit-Lacharrière. Et là, c'est extrêmement important, c'était comme une bombe atomique. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui a été clé dans la chute de François Fillon. Ce personnage, Marc Ladreit-Lacharrière, a été clé dans la chute de François Fillon, puisqu'en fait, cette chute est liée au fait que Pénélope Fillon travaillait pour une de ses filiales. Et ce dossier est sorti pile poil avant l'élection présidentielle de 2017, à un moment où, d'une part, il n'y avait plus de possibilité au sein de l'UMP de remplacer Fillon, qui avait gagné la primaire extrêmement largement. Il avait battu tout le monde et il avait une voie royale pour être élu, puisque face à lui, il n'y avait pas véritablement de concurrent sérieux. Il y avait un petit nouveau dont personne n'entendait parler, c'était Macron, qui avait lancé un parti En Marche, mais qui n'avait pas réussi à drainer, à soulever des foules. Les sondages étaient flatteurs, mais tu vois, c'était très peu. Et d'un seul coup, il y a un scandale qui touche François Fillon et dont ce monsieur est un des héros. Et là, Candace Owens largue une deuxième bombe atomique. Elle dit que pendant toute cette période, ce monsieur avait son fils qui était en pleine démêlée avec la justice pour des affaires de pédopornographie. Asseyez-vous bien, pédopornographie. Et ça, c'est dans la presse, c'est partout. Hein. C'est pas du tout un truc de complot. Et donc, tu as un paysage qui est incroyable. Mimi Marchand, un monde extrêmement louche, extrêmement glauque, un candidat qui va gagner, un père qui veut peut-être protéger son fils ou qui est peut-être déjà un petit peu complice. Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants qui ont été éduqués? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans des soirées, tu vois, dans... C'est ça qui est en train d'éplucher, Bertrand. C'est ça qui est. Non, On se pose plus la j'ai question posé qu'est-ce qu'il y a dans son pantalon, mais bien tout l'entourage qui nous permet de exactement. comprendre. Et donc, c'est énorme, puisqu'en fait, on remarque que tout ça peut être à l'origine de l'explosion, de la déflagration de cette élection. Est-ce que Pénélope Fillon avait vraiment envie d'avoir un job? Est-ce qu'elle a été approchée pour accepter un job? Si tu veux, tout devient, on ne sait plus maintenant. C'est-à-dire que tu as l'impression que si tu fais de la politique ou si tu as de l'ambition, tu vas être approché par des gens qui pourraient te corrompre au point où, un jour ou l'autre, ils vont venir avec toi et ils vont te dire: «Tu te rappelles ce petit truc-là que tu as fait ce jour-là? Eh ben, moi, je m'en rappelle très bien. Alors malheureusement, dans le placard de la chambre, quand tu étais avec cette, ravissante, fillette de 15 ans ou gamin de 12 ans, tout ça, ça fait un peu penser à l'environnement Epstein. Epstein, il était très présent en France et tu te dis: «Merde, Epstein, les gens font des connexions avec le Mossad. Maintenant, il y a des connexions avec USAID aux États-Unis».
il y a des connexions avec l'État dans l'État. Et c'est là où tu vois que tout est lié. Et les gens ne veulent pas voir à quel point ce marécage a une puissance incroyable. Et ils disent, mais non, mais Trump, il n'est pas clair par rapport au Moyen-Orient. Mais Trump, il s'attaque déjà au problème du Moyen-Orient en s'attaquant au marécage aux États-Unis. Il n'a pas besoin de s'attaquer de tous les côtés à ce problème-là. Une fois qu'il aura traité ces problèmes aux États-Unis, tout le reste va tomber comme un château de cartes. Tout le reste va tomber comme un château de cartes. Et les Russes et les Chinois comprennent très bien. Donc, ils font semblant de souffrir des menaces de sanctions, de machin, de ceci, de cela. Mais évidemment, Trump, il est obligé de montrer le change. Il est en train d'attaquer poids lourd le marécage. Il est en train d'attaquer ce qui était inattaquable, ce qui a causé la mort de tellement de présidents et de gens aux États-Unis. Enfin, je crois que tous les gens qui critiquent Trump ne comprennent pas véritablement ce qui est en train de se passer. Et pour reprendre une phrase de François Fillon, il avait dit de toute façon qu'il avait essayé lui-même de faire ami-ami avec les gens de certaines sociétés, Bilderberg, Young Leader, parce qu'il se disait ils sont tellement puissants qu'on ne peut pas aller contre. Et malheureusement, en faisant ça, il s'est aussi affaibli des gens qui auraient pu le défendre. Parce que de la même manière que moi, je suis attaqué par des gens parce que j'aurais croisé Attali, parce qu'il a été associé dans ma galerie ou autre, mais ils ne comprennent pas que tout ça, ça fait partie des choses normales dans une vie d'entreprise où tu as besoin de moyens pour développer ton entreprise. Il y en a d'autres qui vont s'endetter auprès de banques, il y en a voilà, qui boivent du Coca-Cola, qui vont chez McDo, enfin, tu vois, on ne peut pas reprocher des choses ridicules. Et il y a des gens qui ont reproché à Fillon d'avoir été à ces réunions-là. Alors, effectivement, peut-être il aurait pu éviter, mais parfois pour connaître ton ennemi, pour connaître le problème que tu vas affronter, Ben oui. il vaut mieux t'en approcher. Et tu vois, on dit toujours, il vaut mieux être près de ses ennemis et les connaître pour ensuite pouvoir en parler avec sérieux. Parce que tous les gens qui évoquent ça, en fait, ils ne savent jamais de quoi ils parlent. Ils sont là, dans leur, canapé, à regarder internet, et ils jugent tout le monde. Et alors ils essayent de créer des hordes de personnes qui jugent tout le monde. Mais ils n'ont jamais été confrontés à des vrais problèmes. Et s'ils avaient été confrontés, ils sauraient que c'est plus compliqué. Alors effectivement, tu as des gens qui, dès qu'ils ont un problème, c'est toujours la faute des autres. Et c'est jamais en partie leur faute, ou c'est jamais plus compliqué qu'ils aimeraient que ça en ait l'air. Mais en fait, tout est toujours plus compliqué. Et c'est là-dessus que profitent ces gens-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que se dit le pouvoir en France en ce moment? Il se dit, de toute façon, cette affaire est tellement compliquée que les gens, ils vont s'y approcher, ils vont rien comprendre et ils vont se dire putain, c'est ces fous de complotistes. Et c'est là-dessus qu'ils parient. Le truc est tellement compliqué. Et les gens qui ont le courage d'aller dedans, ils auront pour la plupart pas trop le courage d'en parler, avec la menace des gardes à vue, avec la menace des procès, etc. Donc, il y a déjà 90% des gens qui sont débranchés, 95. Et donc, sur les 5% restants, bah, qui va être capable de s'engager et de dire ok, bah, on s'est complètement trompé, ou d'aller au bout pour dire bah, peut-être qu'on ne s'est pas trompé, et bizarrement, comme il n'y a pas de réponse à des questions évidentes, c'est peut-être que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il faut savoir que en France, tu peux parjurer, ça ne pose aucun problème. Aux États-Unis, si tu fais une déclaration sur l'honneur et que c'est faux, c'est un crime, mais de très haut niveau. Oui. C'est c'est vraiment important ce point. Et alors, juste un clin d'œil, mais les gens disaient, mais Trump n'a pas juré sur la Bible. En fait, quand tu as juré une fois sur la Bible quand tu es président, ce serment, il te tient toute ta vie. Il ne s'arrête pas quand tu n'es plus président. Un serment sur la Bible, il est pour la vie. Donc, tu n'as pas besoin de le refaire, en fait. Il y a même des présidents qui n'ont pas reprêté serment. Parce que tu n'as pas besoin. Et si tu reprêtes serment une deuxième fois, ça sous-entend que tu as cassé ton serment.
Donc Trump n'a pas remis sa main sur la Bible parce qu'en fait, ça aurait sous-entendu qu'en fait, il avait besoin de refaire ce serment. Donc il l'a fait évidemment pour l'image, mais il n'est pas allé jusqu'à, entre guillemets, se parjurer en disant qu'il avait besoin de refaire 2 fois la main sur la Bible, puisque son serment tenait toujours. C'était pas un serment, le serment sur la Bible, c'est pas un serment devant les hommes, c'est pas un serment devant la personne qui lui demande de prêter serment, c'est un serment devant Dieu. Mais c'est ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est qu'ils regardent des détails, mais ils ne comprennent rien à ce que ça veut dire. Ils ne veulent pas comprendre les choses finement. Ils les comprennent, je suis désolé de le dire, vulgairement. Et il y a des gens qui attisent cette vulgarité pour rendre Trump pas sympathique, pour rendre Trump, il est en train de faire quelque chose d'incroyable. Eh ben, les gens qui devraient être, entre guillemets, et c'est ce que tu as montré, Karl, en disant, mais c'est un moment majeur. Mais si tu veux, tu n'es pas allé à Washington heureux de voir Trump élu pour chaque semaine maintenant le critiquer. Tu vois, tu as ce que j'appelle un peu une colonne vertébrale. Tu as réfléchi un peu, tu n'étais pas un gamin, tu sens bien que s'il a mis RFK, s'il a mis Tulsi Gabbard, s'il a mis des vidéos de Jeffrey Sachs, s'il donne un pouvoir aussi important à Elon Musk, et qu'on peut douter d'un ou l'autre, mais là, on parle de gens extraordinaires. Trump, il a regagné une élection présidentielle envers et contre tout. Elon Musk, il a failli être détruit en 2023 pour un tweet qui était considéré comme antisémite. Mais vraiment, il aurait été détruit et haché menu s'il n'avait pas fait amende honorable et qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait depuis pour plus être emmerdé de ce côté-là. Puisque maintenant, à chaque fois qu'il fait un truc, un geste de bras, un machin, c'est allez, retourne dans le rang. Mais il retourne dans le rang. Mais ça ne change rien à ce qu'il pense fondamentalement. Bertrand, un des points là, de cette seconde vidéo de Candace Owen, elle parle de la deuxième lettre que les Macron lui ont envoyée là, juste avant la deuxième épisode. Oui, Et euh, euh, Madame Owens parle du malaise que les Macron ont de l'associer au satanisme. Et je sais que oui, toi, tu as fait le pas. Et parle-nous à nouveau parce ce que que c'est la Candace clé. Owen Parce que fait là, c'est la là, c'est clé. important. Oui, Parce que c'est la clé. On l'a oui, fait dans les vidéos. Et d'ailleurs, elle s'est mise à parler de la photo. Et on voit bien, la photo va être au cœur de ce qui va se passer dans les émissions suivantes. Mais véritablement au cœur. Et parce qu'en fait, justement, cet aspect satanique est au cœur de tout. Et c'est ce qui relie toutes ces personnes-là. C'est c'est des sociétés secrètes au-dessus des sociétés secrètes. Et c'est des choses immémoriales. Alors, j'explique dans mes Substack, tu vois, les Khazars, les sorcières de Babylone, la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean, toutes ces choses-là sont très importantes pour comprendre. Quand tu regardes là, juste cette scène, qui fait référence évidemment à la scène de Léonard de Vinci. Mais là, avec des personnes LGBT, Q+, etc. Mais si tu regardes les lampes au-dessus, entre les barrières, tu as des paquets de 6 lampes verticales. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Et après, ça recommence à chaque fois par 6. Mais ce n'est pas un hasard qu'ils sont éclairés par 6, 6, 6 lampes néons au-dessus d'eux. Ce n'est pas un hasard. Et ensuite, ils ont dit non, non, mais ça n'a rien à voir. C'est lié à un tableau païen qui est au musée de Dijon. Sauf que l'étiquette du tableau au musée de Dijon dit que ce tableau, il est inspiré par la scène de Léonard de Vinci. Et que de toute façon, la personne qui est au cœur de ça avait dit c'est mon blasphème à moi, et que elle a plein de tatouages, etc., qui montrent bien qu'elle est véritablement quelqu'un d'assez étrange
dans ses croyances et dans ses pratiques. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de creuser quelle est sa religion. Euh, Tout ça, malheureusement, est complètement délirant. Et effectivement, je vois dans les colonnes, les gens disent le rôle de la mère d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai aussi pour son père et cette grand-mère, c'est qui? Il y a des personnes qui parlent de l'incendie de Notre-Dame. Enfin, il y a plein de choses. Là, j'essaie de regarder. Heu, Ce que j'essaie de dire, Fernand, c'est que c'est à la fois très simple, tout est très simple et extrêmement c'est-à-dire que pour réussir à libérer le monde de ça, il va falloir la brutalité extrême que Trump peut avoir, mais en un temps très réduit. Parce que s'il ne va pas hyper vite aux États-Unis, il va y avoir un tel barrage contre lui qu'il ne pourra rien faire. Là, il y a des risques de dizaines de manifestations, de centaines de manifestations partout aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens qui comprennent ce qui est en train de se passer, et là on parle de sénateurs, de, de représentants du Congrès, qui passent devant la télé en demandant aux gens de tout casser dans la rue, ou en leur expliquant comment ne pas être déportés, etc. Parce qu'il y a tout ça qui se passe. On a véritablement une guerre. Mais le nœud premier de la guerre, c'était USAID, qui est une machine à lessiver des milliards de dollars. Je ne sais pas si tu imagines. On parle d'au minimum 50 milliards de dollars. Et c'est en réalité beaucoup plus. Mais déjà 50 milliards chaque année, tous les ans, depuis des années, parce que c'est un budget annuel. Mais tu cumules ça avec une partie du budget du Pentagone. Et là, c'est en centaines de milliards. Et je te rappelle que le 11 septembre, il y avait 500 milliards qui étaient en train d'être audités parce qu'ils avaient disparu. Et ils ouais. essayaient de savoir où était parti cet argent. Mais cet argent, en fait, quand tu écoutes Ron Paul, ou quand tu écoutes Rand Paul, ou quand tu écoutes Jeffrey Sachs, tu comprends qu'en fait, il a été utilisé à la fois pour influencer la politique partout dans le monde, et là, tu vois le rôle EPAC, ADL, etc. Ouais. Puisqu'en fait, cet argent allait dans des alliés de ces gens-là ou dans des projets qui défendent Black Lives Matter, etc., etc. Mais aussi Gavi de Bill Gates, mais aussi tous les projets de Soros. Mais c'est vraiment important. C'est très, très important. Et donc, on a des milliards qui sont utilisés dans cette direction. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Trump tape dur là-dedans. Et quand je dis dur, il tape très dur. Donc, il ne peut pas taper aussi dur sur tout le reste. Donc, il gagne du temps ailleurs en obtenant la paix. Et c'est ce qu'il a obtenu à Gaza, c'est ce qu'il va obtenir en Cisjordanie. Et il se donne un délai d'1 an ou 2 ans pour affaiblir, entre guillemets, tous ses ennemis de l'intérieur et traiter les problèmes de l'extérieur. C'est comme ça que Trump fonctionne et c'est comme ça que n'importe quel stratège fonctionne. C'est-à-dire quand tu fais de la stratégie, tu sais très bien que tu ne peux pas t'attaquer à tous tes adversaires à la fois. Moi, par exemple, bah voilà, quand on commence à être ensemble, toi, tu me dis, voilà, je reçois plein de messages, les gens me disent qu'ils vont se désabonner, qu'ils vont machin, et ça continue. À chaque fois que je passe sur une nouvelle chaîne, le, celui de la chaîne me dit, je me fais incendier. Et, et alors, il s'en fiche parce qu'il me connaît en général, hein, et il est content. Mais tu vois, on est obligé, résultat, d'être encore plus sur garde dans la manière avec laquelle on est pédagogique, on explique les choses, parce qu'on a énormément d'ennemis. Parce que quand tu dis la vérité, tu as des ennemis des deux côtés. Parce que ceux qui veulent se battre pour le mensonge, ils connaissent très bien la faiblesse intellectuelle ou la faiblesse morale de gens qui sont dans notre camp et qui sont, c'est ce qu'on disait dans la dernière émission, qui sont pavloviens. C'est-à-dire qu'en fait, il va suffire de les inciter et ils vont faire partie d'un plan pour prendre en crabe
ceux qui se battent pour la vérité. Et c'est ce qui s'était passé avec Assange, par exemple. Quand Assange, ils avaient voulu le faire tomber, et ben très vite, ils ont dit: «C'est un violeur». Et comme ça suffisait pas, ils ont dit: «C'est un violeur et en plus il est séropositif». Donc d'un seul coup, les gens dans le camp d'Assange qui voulaient le défendre, il y a plein de femmes, plein de gens comme ça, qui se sont mis à lutter contre lui. Et puis finalement, toutes ces plaintes se sont avérées fausses. Tous ces bruits se sont avérés faux. Mais les gens qui auraient dû soutenir Assange à ce moment-là et qui l'ont poignardé dans le dos, ils ont cru tous ces bruits. Ils ont cru toute l'importance de ces bruits. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, dans la dissidence, il y a des gens qui feraient mieux parfois de tourner leurs actes et leur malveillance et leur méchanceté 7 fois dans leur bouche. Évidemment, parfois, il faut se battre. C'est ce que moi je fais en parlant des marchands du temple, de la dissidence, etc. Mais il n'y a jamais de méchanceté. C'est plus pour éviter que les gens, en grand nombre, soient déçus et se rendent compte qu'en fait, ils sont régulièrement trahis par ceux auxquels ils pensaient faire confiance. Et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu as été également trahi il n'y a pas très longtemps. Non, Oui. mais c'est important. Ben, On mesure pas ça. Et on n'a pas envie de se disputer. Tu vois, tu te dis, bon, bah voilà, je vais trouver une solution. N'empêche que tu t'es pris une sacrée gifle. oui. C'était impossible d'imaginer. Bah si, c'était possible. Parce qu'en fait, il y a des gens qui profitent de ça. Il y en a qui profitent de ça parce qu'ils voient ton enthousiasme et puis tu t'es pas préparé en fait à ce type de choses. Mais il y en a d'autres, en fait, on leur envoie des petites bribes de choses et ils se disent: «Ah, j'ai découvert quelque chose. J'ai compris qu'en fait, lui, c'était un méchant et un infiltré. Donc, je vais passer ma vie maintenant à le détruire. C'est ma mission». Et, et, et tu peux rien faire pour ces gens-là. Ils sont perdus, en fait. Parce que même si tu réussissais à les convaincre pour ça, ils sont tellement fragiles intellectuellement que n'importe quelle haute soumission, ils retomberont dans le piège, en fait. C'est leur nature. Et donc, les gens du camp du mensonge savent extrêmement bien canaliser ce type d'énergie de gens fragiles, faibles et qui n'ont pas une capacité intellectuelle suffisante de comprendre qu'ils sont manipulés à leur insu. Voilà, c'est Et Bertrand, une certaine sagesse. important d'expliquer ça. Oui, puis une certaine sagesse à force de patauger dans le monde de l'information. On comprend que la vérité est partout et à nulle part en même temps. Et il faut Exactement. être très humble à travers ça. Mais chose certaine, tu parlais du mot convaincre. Et ça, c'est une chose que j'essayais de faire et qui me rendait malade. Et aujourd'hui, j'essaie d'exposer des faits, puis je laisse les gens se faire une idée par C'est eux-mêmes. tout. Exactement. Et c'est exactement ce que je fais. Je me dis: «Je peux plus», donc je fais des lettres très C'est ça. détaillées. Bah, il y a des gens qui les lisent beaucoup, de plus en plus, et puis des gens qui les lisent pas. Donc parce que souvent, en fait, une vidéo, une longue lettre ou autre, parfois les gens, en fait, se contentent de lire les commentaires et c'est pour ça que les trolls attaquent immédiatement. Les trolls, ils interviennent sur tes vidéos très vite, ils interviennent sur toutes les vidéos très vite pour décourager les gens de regarder. Donc quelqu'un qui aurait entendu en bien parler d'une vidéo se dit: «Je vais y aller». Tu sais, c'est comme, pour un restaurant. Ah, dans le guide Michelin, c'est bien, je vais quand même vérifier sur internet et là, c'est super mal. Alors tu te dis: «Bon, bah, je vais peut-être pas y aller, le guide Michelin, il est peut-être plus à jour par rapport à cette question-là» et ils ont ou l'inverse, hein, et ils ont réussi à détruire peut-être un moment qui aurait pu, créer un nouveau lien, une nouvelle personne, en fait et donc c'est le rôle des trolls et des idiots utiles, hein. Parce qu'il y a les trolls qui sont payés pour faire le mal et il y a les idiots utiles qui le font gratuitement, juste parce qu'ils sont crétins, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Puis Bertrand, pour terminer, parce qu'on veut parler de ce qui se passe au Proche-Orient, pour terminer ce volet-là, Putain, mais Madame 1 Owen. 500 personnes le matin, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, non. Puis dimanche, on va approfondir, dimanche soir, on va approfondir la question et bien d'autres sujets. Parce que la semaine dernière, on a eu effectivement de très beaux chiffres. C'est grâce à Alors toi. juste ouais.
Oui, Bah, oui, on va continuer. De toute façon, moi, j'aime beaucoup travailler avec toi. Il y a quelqu'un qui parle des complots, qui parle du Titanic, etc. oui. Sachez, alors c'est toujours un peu pour inciter des gens à découvrir, mais que si vous allez sur ma lettre Substack, vous abonnez, et j'ai parlé longuement des sociétés secrètes, de certains complots, de ce qui se passe en ce moment. Et là, je prépare une longue lettre très détaillée, en fait, que j'appelle les complots pour les nuls. Et vraiment, je vous invite à vous inscrire pour voir ces lettres, parce que ça va véritablement faire beaucoup de bruit. Et quand je dis les complots pour les nuls, bah, je vais parler de la Lune, je vais parler de l'assassinat de JFK, du 11 septembre, mais également j'évoquerai le 7 octobre. Je vais parler du Covid, je vais parler de Notre-Dame de Paris, de Martin Luther King, de tous ces sujets, mais d'une manière en fait qui n'existe pas. C'est-à-dire comme un long fil eschatologique, parce qu'en fait, ces événements sont toujours vus isolément. En réalité, ils n'ont rien d'isolé, absolument rien d'isolé. Et c'est essentiel de comprendre qu'en fait, ce sont des étapes dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Et donc, lisez ma lettre, abonnez-vous, parce que véritablement, moi, ça m'aide énormément, d'une part, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à lire et donc d'une certaine manière à me soutenir, mais encore plus, c'est que plus il y a de personnes qui commencent à comprendre ces choses simples, qu'en fait, quand Poutine parle des vampires, quand Poutine parle des cannibales, quand Poutine parle du bien contre le mal, maintenant, on a Musk qui dit de plus en plus souvent la même chose. Il faut regarder tous les tweets d'Elon Musk. En ce moment, il en fait 10 fois plus qu'avant. Mais il faut regarder Donald Trump. Il faut regarder les Chinois aussi, qui ne parlent pas trop. Il faut regarder Ben Salman, qui commence à avoir un rôle de plus en plus important, entre guillemets, dans cette région du monde. Et tout ça est en train d'aller vers ce côté eschatologique que j'évoquais depuis longtemps. On va bien voir très nettement Macron en binôme, Netanyahou, le pape au Vatican, etc., et un certain nombre de personnes. Alors là, tu montres Le ce. chirurgien. On va Alors, l'appeler de même dans l'émission. Oui, ça, c'est très important. Très, oui, très important. Elle le dit à un moment, elle dit Mimi Marchand s'est faite planter, elle a été écartée, entre guillemets, et quelqu'un qui est aussi puissant qu'on écarte, elle le vit mal, et semble-t-il, elle fait fuiter dans la presse que Brigitte Macron est à l'hôpital américain et qu'elle est opérée sous anesthésie générale pour de la chirurgie esthétique par ce monsieur. Et alors, on comprend que c'est ce monsieur par des allusions à Victor Hugo, etc. Elle explique très bien Candace Owens dans sa vidéo, et qui, encore une fois, est très largement inspirée du travail de Xavier Poussard, avec qui je crois qu'ils sont en contact quasiment quotidiennement pour préparer les épisodes les uns après les autres. Même si elle a lu tout ce qu'il avait écrit, on n'imagine pas le volume de travail qu'a fait Xavier Poussard pour écrire les synthèses qui sont parues dans ces documents. Eh bien, ce chirurgien est connu pour être le spécialiste de la féminisation. Asseyez-vous bien, la femme du président de la République française, qui a un âge très avancé, passe sous le bistouri d'un spécialiste de la féminisation. Point. Fait. Après, chacun en tire ses conclusions. C'est exactement ce que tu disais, Karl. oui. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Est-ce que c'est pour séduire plus Emmanuel, comme parfois des personnes plus âgées veulent faire, tu vois, en prenant des crèmes ou en faisant des piqûres de Botox ou en faisant des liftings, etc. Moi, je ne juge pas ça. Chacun est libre. On a juste une histoire publique qui prend des proportions incroyables. Pourquoi? En fait, tout ça n'aurait embêté personne. Moi, j'aurais même pas prêté attention, ça m'intéresse pas d'ailleurs. Encore une Non, fois. non, c'est ça. C'est des potins, mais très révélateurs.
Mais ce qui est révélateur et ce qui explique très bien Candace Owens, c'est la rage que ça crée. C'est-à-dire qu'alors qu'il y avait eu plein d'affaires de chirurgie, plein de questions, et cetera, puisqu'on est quand même en présence de quelqu'un qui a, quoi qu'il en soit, plus de 70 ans, puisque sa date officielle de naissance sur Wikipédia, qui est la date de lancement du programme MKUltra, c'est en avril 1953, je ne sais plus le jour exact, parce qu'encore une fois, ça ne m'intéresse pas, et il est très possible que rien ne soit vrai, même pas les dates de naissance, puisque une date de naissance qui coïncide avec le programme MKUltra, c'est pas qu'anecdotique, si tu veux. Eh Ouais. bien, elle a quand même l'air, en couverture de Paris Match paru la semaine dernière, d'une jeune femme de 45 ans. C'est-à-dire qu'encore une fois, les journaux nous vendent un conte de fées, du rêve. Donc, elle est une guerrière. Donc, quelqu'un qui est censé s'occuper des bacs jaunes, en fait, sa seule préoccupation, c'était de tabasser toutes les personnes qui se posent des questions. Au lieu d'y répondre, elle est la femme du président de la République d'une puissance nucléaire, d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, d'un pays qui a une histoire incroyable sur la liberté de penser, sur la liberté de parole, sur les encyclopédies, sur vraiment, on n'est pas n'importe quel pays, la France. On est un pays important, on est encore présent aux quatre coins du monde avec nos colonies, nos territoires, dominion, machin, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est un personnage qui ne peut pas prétendre à une vie privée la même que Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'elle a construit son succès et celui de son couple en s'étalant sur la une de centaines de magazines et de quotidiens. Tu peux pas dire je prends le bien de ça et je ne veux pas jamais qu'on pose des questions ou qu'on parle de moi en mal là-dedans. Vous n'avez le droit de dire que du bien. Mais ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la dictature. Ça a un nom, ça s'appelle la dictature. C'est-à-dire que si tu dis j'ai le droit d'être en photo dans toutes les mairies, c'est obligatoire, dans tous les commissariats, machin, à la une de tous les journaux avec des articles que je vous invite à soumettre à l'Élysée avant de publier. Mais que dès que quelqu'un ose sortir de ça, il se prend des problèmes inimaginables. Sa vie est détruite. Non, mais ça s'appelle une dictature. C'est la définition pure et simple. Et j'aime bien d'ailleurs une remarque que j'ai vue sur X par rapport à ce qu'est en train de faire Trump, par rapport à tous les gogos qui continuent à cracher sur Trump alors qu'ils devraient l'encourager, et évidemment tous ceux qui lui crachent dessus pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, puisque Trump est en train de détruire, entre guillemets, leur poule aux œufs d'or. Eh bien, un dictateur, il rend l'État, la police, la magistrature, la presse aux ordres de plus en plus grande et pléthorique. Et il empêche l'accès aux autres. Il rend son administration de plus en plus pléthorique. Et qu'est-ce que fait Trump? Il n'est pas du tout un dictateur dans ce sens. Il est en train de détruire toute l'administration et redonner de la liberté aux gens. C'est l'inverse de ce que fait un dictateur. Donc on voit bien ce qui se passe en France et on voit ce qui se passe là-bas. Trump est en train de dire les journalistes citoyens auront accès à mes conférences de presse. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des gros blogueurs, peut-être même toi, Karl, avec ton média, tu vas avoir accès une fois par an à des conférences de presse. Tu pourras dire, voilà, ben moi j'aimerais bien assister aux conférences de presse en tant que média canadien. Et ça te sera peut-être accordé. Alors qu'en France, des grands médias internationaux qui n'ont jamais été pris en flagrant délit de mentir, mais qu'on a, tu sais, c'est toujours pareil. Et souvent, je reviens à moi. Moi, on m'accuse de quelque chose, mais jamais personne ne m'a vu agir en mal. Mais sur la base d'une photo ou d'une association dans une entreprise, je suis censé être le mal infiltré. Mais j'ai jamais agi en mal.
Et donc, ces médias n'ont jamais été pris en défaut de dire la vérité ou de corriger si c'était trompé. Eh ben, ils ont été censurés, ils ont été bannis de toute l'Europe et évidemment interdits de conférences de presse en France, en Europe, etc. Alors que les journaux qui mentent sans arrêt, qui trichent sans arrêt, et c'est documenté, et qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs, eux sont au pinacle et ils reçoivent des dizaines ou des centaines de millions d'argent, soit par les aides de l'État, puisque l'État français donne énormément d'argent aux médias, soit par de la pub indirecte, puisque l'État communique, ne serait-ce que par la volonté de recruter des militaires ou les programmes de santé, et l'État paye pour des pubs dans la télé, dans les radios, dans la presse, etc. Et donc, en fait, tu vois bien comment tout ça fonctionne. Et, et, et pourtant, les gens qui sont dans la dissidence, une énorme partie, de plus en plus petite, hein, parce que je répète, donc petit à petit, ça rentre entre guillemets. Mais si tu répètes pas 10 fois la même chose, c'est même pas la peine de commencer à le dire. Parce qu'en fait, les gens vont comprendre à partir de 5 fois ou 6 fois. Oui, Ouais. ah oui, pour Alors, répéter. en fait, ils entendent, mais ils se disent, bon allez, c'est Calimero, il raconte ça. Et puis petit à petit, ils sont confrontés à la chose et puis ça leur revient, puis ça leur revient, puis ça leur revient. C'est comme ça. Alors, je suis désolé, hein, c'est mon côté très répétitif. J'ai fait ça toute ma vie, qui était mon métier, pour être sûr d'être compris. Donc, quand j'avais des grands projets pendant l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ben, inutile de dire que je répétais pas 10 fois, je répétais 50 fois. Parce que quand tu as une responsabilité de chef, tu peux pas dire ils n'ont pas compris. C'est pas possible. S'il y a un échec, de toute façon, c'est ton échec. Donc, quitte à exaspérer les gens, autant avoir des process ou des choses pour être vraiment sûr qu'ils ont compris, complètement compris, mais au point de l'intégrer et de ne pas risquer de faire une erreur. Et c'est exactement ce que les commandos font. Bah, si les gens ont fait leur service militaire, bah, tu fais 1000 fois le montage et démontage de ton pistolet, ton fusil, etc. Mais c'est pas sans raison que tu fais ça. Parce que s'il s'enraye, il faut qu'en quelques secondes, pratiquement de nuit, tu puisses tout remettre en place et c'est ta vie qui en dépend. Et donc, le fait de répéter certaines choses, c'est souvent vital en fait. Donc, donc voilà. Bertrand, pour terminer l'émission, tu voulais nous parler de la situation au Proche-Orient. Avant de passer à la petite surprise concernant la vidéo de Mme Owens, parle-nous un peu, parce que je vais la remettre à l'écran. Tu en as parlé dans ton compte X de la situation et de la stratégie là, de Donald Trump qui est mal comprise. Donc, peux-tu nous en parler, nous faire un résumé là-dessus? Bah, juste en 2 mots, Oui, Trump, et ça tout le monde l'a reconnu, le cessez-le-feu à Gaza, qui était totalement improbable, que personne n'avait réussi même pas à évoquer, a eu lieu. Et les échanges d'otages ont lieu. Et là, on est en train d'apprendre qu'on va rentrer dans la deuxième phase et que Netanyahou a accepté ça. Alors que tout le monde pensait que la deuxième phase n'aurait pas lieu, puisqu'ils ont tout fait pour essayer de l'éviter. Il faut bien se rappeler, au début, tous les moyens étaient bons. Les Gazaouis sont trop heureux, les machins, le Hamas est toujours là, le ceci, le cela, etc. Et moi, depuis le début, je dis, Trump gagne du temps parce qu'il sait très bien, et il l'a souvent dit, et il l'a souvent évoqué, que le grand problème au Moyen-Orient, c'est Netanyahou et les gens qui fonctionnent comme Netanyahou à la tête de l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël aurait à sa tête quelqu'un de raisonnable, petit à petit, les choses s'amélioreraient. On voit bien que 90% des Palestiniens, ou 95%, c'est pas des terroristes. C'est juste des gens qui veulent vivre, qui veulent survivre, qui veulent travailler, qui veulent avoir une famille, qui veulent être heureux. Alors peut-être qu'il y a un petit pourcentage de gens qui sont extrêmement dangereux, et donc on peut évoquer ces gens-là, mais c'est pas parce qu'il y a ce pourcentage-là qu'il faut faire une punition collective qui touche 100% des gens. C'est pas normal, hein. Tu oui, vois, mais tu peux Bertrand, pas faire ça.
Et de la même manière qu'en Israël, il y a une frange qui est très extrémiste. Mmh. Et donc, tu ne peux pas considérer que cette frange, c'est elle qui va décider de tout, du sort des non-extrémistes en Israël et du sort des, euh, des gens paisibles en Palestine. Mais Trump, pour pouvoir régler ça, d'une part, il ne peut pas le faire tout seul, donc il faut qu'il y ait un peu de calme partout. Or, ça a été extrêmement déstabilisé avec ce qui s'est passé en Syrie, avec ce qui s'est passé au Liban, avec ce qui pourrait se passer avec Israël, parce que je te rappelle que c'est la première fois depuis pas mal de temps que Netanyahou explique pas tous les jours que l'Iran est à 6 mois d'avoir l'arme atomique. Avant, il le faisait en permanence. Parce que ça fait 20 ans qu'il dit que dans 6 mois, l'Iran aura l'arme atomique. Ils sont vraiment lents, les Iraniens, parce que les 6 mois, ils sont devenus je ne sais pas combien d'années. Et, et donc, Trump, pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes à l'international, mais en bonne intelligence avec les endroits en question et les Russes et les Chinois, parce que tout ça, maintenant, ces deux grands pays, ils ne veulent plus nulle part que les Américains fassent ce qu'ils veulent. La Russie, elle n'a pas réagi pour le Donbass et pour l'Ukraine dans l'OTAN pour accepter que partout ailleurs dans le monde, les États-Unis fassent absolument ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'ils sont avec les Chinois présents en Afrique, présents en Amérique du Sud, évidemment présents en Asie, et qui restent avec une volonté d'être présents au Moyen et au Proche-Orient, que ce soit au Yémen, que ce soit en Iran, que ce soit au Soudan, que ce soit en Somalie, que ce soit maintenant avec l'Égypte qui est candidate pour les BRICS, la Turquie qui est candidate pour les BRICS, l'Algérie, l'Éthiopie qui est déjà dans les BRICS+, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui sont aussi dans les BRICS+, l'Indonésie qui maintenant est dans les BRICS. Donc on voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Au milieu, il y a le dollar. Quel est l'avenir du dollar? Et on voit bien que c'est une vraie inquiétude, pas que pour les États-Unis, hein, pour beaucoup de pays, parce que le dollar est extrêmement important dans les échanges commerciaux mondiaux et les Américains en ont imposé beaucoup à plein de pays, hein, le Japon. Oui, Mais, mais plusieurs qui sont dans l'ivresse de puissance des Américains vont dire que le décret d'il y a quelques jours de Trump disant que ceux qui vont faire affaire avec les BRICS, Trump va leur imposer des tarifs douaniers de l'ordre de 100%, que ça en est fini des BRICS à cause de ce décret-là. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? mais non, il peut rien faire. Trump, encore une fois, quand il parle de ça, les gens qui croient, ils sont très primaires en fait. Il OK. faudrait apprendre à lire Trump entre les lignes. Il ne peut pas faire ça. L'économie américaine, c'est une économie de consommation. Tu ne peux pas recréer l'équivalent de toutes les industries qui abreuvent les États-Unis de centaines de milliards de produits par an avec un coup de baguette magique. C'est ça. Les usines, elles existent avec des process, avec des personnes qui travaillent. Toutes les tennis qu'utilisent les Américains, euh, les équipements, les télés, les machins, c'est fabriqué quelque part. Donc s'il fait ça, Trump, les gens pourront plus rien acheter. Et si les Américains peuvent plus rien acheter, il n'y a plus de société de consommation. Donc le pays s'effondre. Puisqu'aujourd'hui, la puissance des Américains, c'est parce que c'est un pays de surconsommation où les gens travaillent comme des fous pour consommer comme des fous, pour travailler comme des fous, pour consommer comme des fous. Donc ils sont, tu sais, c'est comme les hamsters dans un truc Ah qui oui, oui, tourne. oui, oui. Ah oui, Encore quelque chose après lequel ils courent. oui. Mais le jour où les gens courent plus après quelque chose aux États-Unis, mais ils font la révolution. Ah Ils se oui. disent, mais dans quelle cage aux folles vous m'avez fait vivre? Je regardais des télés débiles, je buvais des boissons débiles, je mangeais des produits débiles. Mais tout ça, c'est ce que Trump est en train de vouloir traiter avec Kennedy sur l'alimentation, avec Elon Musk sur le fait de réduire toute cette gabegie et toute cette folie. Mais sauf que les gens ne veulent pas voir ça. Ils n'ont pas envie de comprendre les choses subtiles. Ils ont envie de comprendre les choses débiles. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, Mmh. 80% des gens regardent les trucs les plus cons à la télé. Toutes ces émissions, Hanouna, c'est des trucs complètement pavloviens. Oh, regarde le chien, ils invitent parce qu'un chien a mordu quelqu'un, et est-ce qu'il faut euthanasier le chien ou pas?
Il y a 2 millions de personnes devant la télé qui entendent: «Ah, ah, 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 le chien, il faut», enfin, tu vois, je plaisante à peine. Ouais. Tu Il faut imaginer les trucs. Heu, enfin, les le système, il vous abrutit, il nous abrutit et il faut retrouver le chemin de se poser des questions compliquées et c'est comme quand tu as pas fait de sport depuis très longtemps. Moi, j'ai vécu ça pendant ma randonnée. Au début, Mhm. c'était dur et il faut du temps pour que le corps s'adapte. Il faut du temps Même chose pour le cerveau. et pour le cerveau, c'est pire. Ah, c'est pire même. C'est pire parce que tu as tellement de tentations de repenser comme un idiot sur le chemin, de réapprendre à avoir un peu un esprit critique et du bon sens, etc., que tu es vite fait d'être entraîné dans l'idiotie. Et autour de toi, de nous, on a tellement de gens idiots, mais qui ne sont pas capables d'être autre chose qu'idiots parce que c'est leur fonds de commerce. Tu as des gens dans la résistance dont l'idiotie est le fonds de commerce. Oui. Vraiment. Ah oui, oui. Souvent, c'est les grands leaders des marchands du temple. L'idiotie est leur fonds de commerce. Donc, ils n'ont surtout pas envie que les gens deviennent intelligents. Donc, à chaque fois qu'ils pourraient accéder à quelque chose d'intelligent, ils vont s'assurer que c'est inaccessible ou qu'en fait, le fait d'écouter ça ou de retweeter ça, ce serait symbole que les gens sont vraiment des méchants, etc. Moi, tu as des personnes qui font des émissions, qui me retweetent, etc. Et immédiatement qui disent: «Ah non, non», j'ai par exemple Rémi de Juste Milieu qui fait un tweet en disant: «Putain, mais Bertrand, c'est lui qui, il y a 2 ans, a dit les choses les plus clairement et tout ce qui est dit par ailleurs, en fait, finalement, c'est l'écume autour de ça». C'est pas moi qui ai demandé à Rémi de faire ce tweet. Mais dans la foulée, dans le siège du tweet de Rémi, il y avait 10 trolls qui disaient: «Ah non, non, mais Bertrand, c'est le plus con de la terre, c'est le plus machin, c'est le plus truc». Et puis en fait, tu remarques que ces gens-là, ils sont connectés avec les marchands du temple. En fait, ils sont envoyés par les chaînes marchandes du temple pour s'assurer qu'un minimum de personnes, parmi leur clientèle, entre guillemets, vont te découvrir ou me découvrir, etc. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'ai un média, toi, tu as un média. On est altruistes l'un envers l'autre. C'est-à-dire, bah, cette connaissance que je donne, bah, ça permet à ton média de grandir. Donc, j'ai aucun problème pour être altruiste. Mais si la personne, elle est respectueuse de ses auditeurs et respectueuse de moi. Mais si c'est pour, si derrière tu voulais vendre des montages financiers pourris ou des machins, évidemment, je ne viendrai pas chez toi. Même si tu avais 10 fois plus d'audience. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ah Je oui, oui, non, pourrais absolument. Tu as cette indépendance d'esprit-là qui fait que les gens qui te découvrent petit à petit, puis qui sortent des préjugés, découvrent quelqu'un qui a été au fond de certains sujets difficiles à aborder, parce que là, ça demande des connaissances symboliques, religieuses. Et moi, je le sais, plusieurs personnes, quand on s'est connus, m'ont dit: fais attention à Bertrand Scholler, il fait partie de l'opposition contrôlée. Et ça, là, par contre, je savoure le choix que j'ai fait avec toi et toi, j'espère que tu le savoures aussi parce que ce que Candace Owen fait te met vraiment à la une. Tu as été arrêté avant les fêtes euh, et on comprend pourquoi. Parce que tu es un des rares à avoir été à fond dans ce sujet-là et faire des liens au niveau que tu fais. Il y a très peu de personnes qui se sont aventurées là-dedans, surtout en France, quand on sait comment certains ont terminé. Donc, c'est tout à ton honneur. Donc, dimanche prochain, mais dimanche soir, on va c'est approfondir d'autres sujets certains. Et là, je pense qu'on peut passer, je vais te laisser conclure et on va passer à la surprise. mais ce que j'essaie de dire à chaque fois que je passe, dans un média ou sur mon média et encore une fois, je répète, découvrez mes lettres, prenez un peu de temps, mes lettres sur Substack, ça va vous plaire. Heu, c'est, que, les choses sont liées. Elles sont Oui. beaucoup plus simples que vous imaginez. La première étape de ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont déconnectés de la foi et ils nous ont fait croire que la foi, c'était quelque chose pour, des gens idiots et cetera et donc tout ce qui était,
les vrais bâtisseurs de cathédrales, ceux avant la franc-maçonnerie vulgaire qui les a remplacés petit à petit pour quelque chose qui a détruit en fait l'idée même des cathédrales. Mais avant, il y avait les Celtiques, il y avait les chamans, il y avait les Indiens d'Amérique, etc. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont catholiques comme moi qui supportent pas qu'on parle de ça. Mais en fait, tous ces gens, quand on les fréquente, quand on les rencontre, ils n'ont pas forcément été connectés dans le train du catholicisme de Jésus-Christ, Mm. mais en réalité, leur relation est très proche et extrêmement compatible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus-Christ? Il nous parle d'amour, il nous parle de pardon, il nous parle de valeurs qui sont essentielles. Et il n'y a pas besoin d'être catholique pour avoir été inculqué et appris ces valeurs essentielles de respect, etc. Alors que la laïcité nous amène vers des valeurs délirantes de surindividualisme. Donc on crée des tas de communautés qui se détestent. On détruit les genres. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus. Mais c'est ça qu'attaque Trump. Celui que vous détestez une fois sur deux, il est en train de faire plus pour sauver l'humanité que pratiquement personne n'a fait et que personne ne pouvait faire avec lui. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Et lui, il a la foi. Donc, donc voilà, moi, ça me suffit. Tu vois, parfois, je suis perturbé par ce qu'il fait parce que je reçois 10 messages et puis après, je passe 2, 3 heures à essayer de réfléchir. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ce qu'il fait, c'est génial, hein. Donc, les gens me disent, mais t'es qu'un con, tu trouves. Mais non, parce qu'une fois que j'ai compris ce qu'il faisait, c'est très simple. C'est ce que ferait n'importe qui. Un grand général, hein, quand il fait une bataille, hein, Napoléon ou d'autres, ben, il est obligé de faire une stratégie. Il prend pas tous ses hommes en disant allez foncez droit devant et puis on verra bien ce qui va se passer. Il dit Écoute, voilà, il y a des problèmes avec les archers. Tu vois ce que je veux dire? On oui, peut pas. nous, je veux que tu en témoignes en France. Nous, ici au Québec, quand ils nous ont imposé les droits de douane la semaine dernière, ici, lundi, les radios qui pourtant mettent beaucoup de musique anglophone ont fait un boycott des musiques. On n'a mis que des musiques québécoises. Et au Québec et au Canada, ça fait longtemps là, qu'on entend parler des droits individuels, tandis qu'au Québec, nous, on était plutôt dans le collectif. Et là, de réentendre ces concepts-là là, de biens communs, de culture commune, ça fait renaître le nationalisme et effectivement tous les concepts de foi qui au Québec aussi, ça a été très mal mené, la fameuse laïcité qui est devenue la religion, Exactement. sans s'en apercevoir, qui dilue Et juste complètement nos valeurs. Ouais. un point qui est important. Merci Isabelle hein, de rappeler ces choses qui sont évidentes et ça date d'il y a plus de 10 ans, mais les gens font exprès de faire semblant de ne pas le savoir. Donc il y a quelqu'un qui dit voilà, il n'y a plus de lien depuis 10 ans pour plein de raisons. Mais bah, les gens sont de mauvaise foi, donc ils font semblant de ne pas savoir ces choses-là. En fait, ils mentent et une fois qu'ils seront démasqués, bah, ce sera parfait. Mais par rapport à ce que tu disais, Karl, euh, vraiment je ne cherche pas à flatter Trump. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en Poutine parce que Poutine ne fait pas tout ce genre de stratégie. Mais Poutine, en fait, il a mis 20 ans pour corriger la situation désespérante en Russie. Désespérante. Alors que Trump, il n'a pas 20 ans pour changer les États-Unis. Ils sont au bord du gouffre, les Américains. Tu as vu les avions qui tombent, les machins. S'il ne réussit pas en 2, 3 ans à changer énormément de choses, l'Amérique est foutue. Et, et évidemment que si il a mis beaucoup de temps, Ben Salman, il est aussi en train de changer son pays. Nous, en France, on est en train de détruire les choses à vitesse grand V. Trump, son pays était en train d'aller droit dans le mur et il est en train d'essayer de le sauver. Mais si vous avez déjà roulé dans une voiture à pleine vitesse, de nuit, sur du verglas à fond, bah, c'est vachement compliqué hein, de changer de direction rapidement. Bah, c'est ce qu'essaie de faire Trump. Donc c'est très très risqué, c'est très perturbant. Ceux qui sont passagers dans sa voiture, ils vont avoir plein d'émotions, mais il n'a pas le choix
parce que s'il n'arrête pas très vite, eh ben, la falaise est là. Puis une des clés de compréhension, en tout cas, puis c'est ce que je comprends, là, parce que aujourd'hui, dans l'émission, Bertrand, tu as touché au cœur de ce qu'on appelle l'état profond. Tu as nommé des organismes, tu as nommé des dynamiques aujourd'hui, entre autres, là, qui a nuit à M. Fillon. Et ça aussi, au Québec, au Canada, on en remarque la même chose. Ceux qui décident qui on élit, ça n'a rien à voir avec la démocratie, là. On est manipulé et pour terminer, on disait aussi avec Jean-Michel Vernochet qu'on était dans une période de grande révélation. Hein, on l'a dit pour l'année 2023, on l'a dit pour l'année 2024. J'ai l'impression qu'il en reste beaucoup à révéler. Et ce qu'on commence là comme travail va permettre d'exposer plein d'informations qu'on disait complotistes à l'époque, mais qui aujourd'hui, là, à la grande surprise générale, une grande partie de ces histoires-là s'avère vraie. Et on va s'attaquer à ça dans les prochaines semaines. Génial. Hein? Merci, Bertrand. Donc, surprise, justement, la surprise. On doit aviser les gens que ce que vous voyez là dans le bas de l'écran, vous voyez Ina. À toutes les fois que j'ai mis des vidéos, ça a été censuré. La vidéo a été immédiatement censurée. Donc, c'est pour ça qu'on vous offre ce cadeau-là en fin d'émission. Ne vous surprenez pas si ça coupe. Je vais quand même... Et ça reviendra. Et ça reviendra, en fait. Oui, parce qu'ensuite, j'aurai l'option de couper cette bout-là. Ou de toute façon, Bertrand, toi, cette vidéo-là va être reprise sur ton site à toi. Exactement. Sans cette dernière partie-là. Moi, je prends le risque ce matin. Donc, parle-nous 2 petites secondes de ce cadeau surprise-là que tu nous offres ce matin. Ben, pour Xavier Poussard et pas mal de monde, en fait, il faut être très attentif à la voix. Et les outils d'intelligence artificielle, tous les spécialistes, entre guillemets, de la reconnaissance, disent, et on l'a vu dans plein d'émissions, pour reconnaître quelqu'un, on a l'empreinte digitale, l'empreinte palmaire, l'ADN, l'iris de l'œil, le portrait. Tu sais, tout ça, c'est avec le téléphone. Mais en fait, on a également la voix. C'est-à-dire qu'en fait, si tu parles à ton téléphone, il peut reconnaître de façon certaine, c'est ce que font Siri, tu sais, les logiciels d'Amazon depuis très longtemps. Là, il va savoir... tiens, c'est Karl qui parle, c'est un tel qui parle, mais de façon très précise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont capables, si tu dis quelques phrases type, ensuite, ils sont capables de parler comme toi, mais en lisant des textes entiers. Parce qu'en fait, il y a des caractéristiques qui sont liées à nos cordes vocales, à notre... voilà. Et en plus, il est capable de changer si un jour on est enrhumé, si un jour... Bref, la voix dit qui on est et les spécialistes de ça savent comment évolue la voix avec le temps. Et donc, toi, comment on va laisser les gens écouter et se demander si ce n'est pas une voix qui leur rappelle quelqu'un. Une voix. Quelqu'un. C'est tout. On termine aussi simplement que ça. Exactement. Merci pour ce beau cadeau, Bertrand. Je sais qu'avec toi, on va pouvoir aller au fond des choses dans tout ce que Mme Owens va nous dévoiler tout au long de ses capsules. Ça va être très intéressant. Merci encore de ta générosité. Alors sinon, avant de vous laisser vous plonger dans la vidéo, un petit clin d'œil pour le miel. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, so freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack.